Voilà, c'est Bonsoir, parti. moi c'est Pierre-Yves, Elisabeth, nous habitons la région parisienne. Je suis professeur depuis quelques jours à la retraite, professeur d'université, plutôt dans la physique. et moi je suis pédiatre spécialisée dans l'étude et le traitement de la douleur, donc chez les enfants et les adolescents. Et nous avons 3 enfants qui sont jeunes adultes, 2 sont déjà mariés ou vont l'être. Nous avons aussi une fille quasi adoptive, on a une jeune femme colombienne qu'on a beaucoup accueillie dans la maison et qui est maintenant mariée, qui a 3 enfants, donc avec eux, on apprend notre métier de grands-parents aussi. Alors, quelques mots sur l'association Famille Je t'aime. Dans lequel nous sommes assez actifs. Une association pour accompagner les familles, les parents aujourd'hui, dans un monde qui change aussi beaucoup. Donc pour accompagner les couples, les parents, les familles. On va peut-être pas être trop long. Oui, alors peut-être vous avez déjà suivi la session précédente. Est-ce que tout le monde a suivi la session précédente? Pas forcément, non. Non. Alors bon, c'est une association donc qui a une perspective chrétienne de soutien à la famille, donc une anthropologie chrétienne, je peux dire, une vision chrétienne biblique de Dieu et de l'homme. Et c'est dans cette perspective que nous essayons de réfléchir au fonctionnement familial, tout en intégrant bien sûr les données de la médecine et de la psychologie qui ont permis de beaucoup avancer dans l'éducation des enfants en particulier. Alors, c'est vrai que ce soir, le sujet est… On ne trouve pas dans la Bible de prescription concernant l'utilisation des écrans, que ce soit dans la Torah ou dans les épîtres de Paul, mais on trouve quelques paroles de sagesse que peut-être nous citerons à l'occasion dans notre exposé sur la conduite de notre vie. Alors bien sûr, il y aura des temps d'échange et on souhaite que chacun ait la liberté de dire ce qu'il pense. Personne n'est obligé, mais chacun peut avoir la liberté avec le respect mutuel. Tout peut être dit, puisque je dirais que ce qui s'échange ce soir, si c'est personnel, ça reste bien sûr dans un cadre éthique et de protection et on s'engage s'il y a des choses personnelles qui sont dites à ce que ça ne sorte pas de notre audience ce soir. Voilà. Alors, nous avons un cœur pour la famille. Nous sommes engagés dans notre église, là en région parisienne, mais nous sommes engagés dans différentes associations pour soutenir en particulier la famille et les couples. Bon, bah écoutez, donc ce soir, c'est donc le thème des écrans. Un sujet, personnellement, moi j'ai 4 enfants, c'est quand même le sujet numéro 1 d'engueulade qu'il y a chez moi. Donc j'imagine qu'on fait partie de cette génération de parents qui a dû se battre et découvrir progressivement l'envahissement des écrans de nos familles, sachant qu'il n'y avait pas encore, moi mes enfants ils ont entre 15 et 24 ans, mais on a un peu découvert au fur et à mesure que tout le monde que les écrans avaient envahi la vie de nos enfants et puis aussi les nôtres. Donc on vous écoute. Il y a des choses qu'on sait peut-être déjà et puis des choses qu'on ne connaît pas. Donc on est tout à fait heureux de vous écouter à ce sujet. Donc partager, on a un support, un PowerPoint qu'on va essayer de partager. Voilà, on y arrive. Ouais, c'est bon, on le voit. Vous le voyez?
Oui, Voilà. voilà. Alors effectivement, depuis quinzaine d'années, une vingtaine maintenant, peut-être même 25, les écrans ont envahi notre quotidien. Oui, je pense que les premiers ordinateurs, c'est il y a 25 ans. Et donc, ils ont complètement bouleversé notre vie publique et privée. Et donc, bien sûr, une des premières évocations de cette diapo, c'est « ne nous laissons pas envahir ». Ne nous laissons pas envahir, mais on va voir ensemble qu'ils sont indispensables, intéressants, bénéfiques, mais aussi très dangereux. Voilà, donc on va aborder les avantages, les conséquences positives, les inconvénients, les besoins des enfants, puis nos habitudes, nos projets, nos décisions. Voilà, là, c'était pour se présenter, donc on l'a déjà fait. Alors, un petit test avant de commencer. Donc là, je vais passer la parole à Valérie qui peut nous dire si vous allez pouvoir répondre en ligne à ces questions. En mute, Valérie. Voilà, je vous propose de faire un petit peu d'interactivité. Je vous demande aussi votre indulgence. On va essayer de faire un petit sondage en ligne avec un logiciel qui s'appelle Menti. Donc, là, pour le coup, je vais reprendre l'écran. C'est au moins pour les 2 premières questions. Vous demandez… Partagez, hein. Ouais. À vous, Valérie. Vous demandez ce que vous croyez que vos enfants passent comme temps, alors en fonction de la tranche d'âge, sur les écrans. Alors moi, je n'ai pas la réponse, mais voilà. Donc, vous vous connectez sur menti.com. Si vous avez un téléphone, c'est plus simple, vous êtes obligé de changer d'onglet. Et ça va vous demander un code. Et ce sera le 39 98 87 7. Là, il est affiché à l'écran. Et répondez à la question déjà dans un premier temps sur les 6-11 ans. À votre avis, combien de temps en moyenne chaque jour un enfant de 6 à 11 ans passe? Alors, je vous laisse… En temps normal ou quand il n'y a pas d'école et qu'il faut être en minute toute la journée? Ouais, c'est une moyenne de moyenne, quoi. Ça vous posez une colle. Je n'ai pas la réponse, hein, donc moi, je collecte vos réponses et vous me direz. Ok, pour l'instant, il y a une seule réponse. C'est sur Internet, pas sur l'ensemble des écrans, mais juste Internet spécifiquement. Oui, Internet, c'est-à-dire avec tous les écrans qui vont avec, quoi. C'est ça les votre question, Elisabeth et Pierre-Yves, c'est ça ce que vous… Oui. Là c'était une question sur le temps d'Internet, effectivement, qui comporte donc les réseaux et les jeux vidéo en ligne. Il y a des gens qui pensent… La télévision aussi. Internet. Okay. Vous avez tous répondu, là? Oui. Alors, c'est quoi? Ah, 14. Alors, ça dépend si vous répondez pour vos enfants ou pour une enquête nationale en France, quoi. Ouais. Une moyenne. Donc, il semblerait que la plupart des gens pensent que c'est 3 à 4 heures. Voilà, donc on va voir ensuite qu'en fait, c'est 5 à 6 heures. Là, c'est 5 à 6 heures. Donc, c'est la moyenne française nationale, oui. D'accord, ok. Alors, après, on peut faire l'enquête pour les plus grands maintenant. Alors, je vais vous envoyer le même sondage. Alors, juste, je vous demande un petit peu d'indulgence parce qu'il faut que je passe à la slide d'après. Donc, normalement, vous devriez avoir là maintenant la question qui s'affiche pour les 15 à 19 ans. Donc là, on a 6 personnes qui ont répondu. 7 personnes. 8 à 9 heures. Waouh. 4, 5.
Bon, je pense que tous ceux qui voulaient voter ont pu le faire. Donc, on va demander à quelle était la bonne réponse à Pierre-Yves et Elisabeth. Alors en fait, en enquête française d'il y a quelques années, c'était plus proche de 11 heures. Oh là là. Ah waouh. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tout le temps connectés. D'accord. Bon. Donc, on est Avec un les peu en réseaux. dessous de la réalité. Ok. Bon, ben merci. Je vous laisse reprendre l'écran maintenant. D'accord. Donc, alors, les petits, c'était quoi? 6 heures, 5-6 heures, et les grands, c'était plutôt 10-11 heures. Ouais. Alors, vous allez peut-être répondre sur le chat. Quel est votre temps d'écran? C'est vrai qu'en situation de télétravail, c'est énorme. Oui, en plus, oui. Là, vous êtes confinés, c'est ça, la plupart? Non, sur les Anglais? Ah, mais les Français aussi, on bosse 100% à la maison. Hein. Oui, en télétravail. 12 ou 14 heures. Mmh. Donc, en dehors du temps de travail, on va dire. Alors, ça dépend. Il y a ceux qui répondent 2 parce que c'est en dehors du temps de travail, mais c'est vrai que si on ajoute le temps de travail, on passe à 12 de. C'est ça. Mm. Alors, je ne sais pas si votre smartphone vous donne des statistiques hebdomadaires de votre temps de connexion. À chaque fois, je suis effrayée, moi. Bon, faut dire que j'utilise aussi beaucoup des logiciels pour les routes, la Waze, des choses comme ça. Donc, ça prend tout de suite quelques heures parce je suis branchée dessus pour les temps de trajet. D'accord, eh bien, merci beaucoup. Alors ensuite, la dernière question, c'est, on va répondre aussi sur le chat, en 2010, enfin non, aujourd'hui, les enfants les adolescents, hein, ont un smartphone, à votre avis, dans 50% des cas, 75 ou 95? Vous pouvez répondre sur le chat aussi. Vous revenez en arrière, je pense, dans vos slides, là, pour qu'on voit la question. Pardon. Ça va trop vite. Merci. Alors. « 95, 75, 95. » 75. 95, 75, ok. 99. 99. À Rennes, ils sont connectés. Hein. Oui, eh bien, effectivement, selon l'autorité de régulation des communications qui a fait une enquête en 2016, 93% des 12-17 ans étaient équipés d'un smartphone. Alors, on voit tout de suite que, effectivement, un sondage sur la parentalité numérique. La parentalité numérique est un gros sujet de discussion pour nous. Et il avait été établi que pour 93% des parents, le sujet des écrans peut générer des tensions avec leurs enfants. Et donc ça c'était 93%, vous voyez. Plus de la moitié évoquait le temps passé devant les écrans comme un sujet de discorde, bien loin devant les contenus et l'accès aux écrans dans la chambre. Donc effectivement, les parents ont des difficultés avec ça et on va essayer de répondre à quelques questions. Alors d'abord quelques informations. Le temps passé devant les écrans, eh bien, il y a d'abord le temps de télévision. Parce que c'est vrai, on l'oublie un petit peu, mais quand même, les enfants regardent pas mal aussi la télévision. Et là, vous avez des statistiques, vous voyez, dans le diagramme.
ici, donc, vous voyez, pour les statistiques selon l'âge. Hein. Donc, c'est évidemment quand on est à la retraite qu'on regarde le plus la télévision. Mais vous avez quand même en 2000, c'était des statistiques qui datent de 2010 que j'ai trouvées. Donc, les jeunes de 11 11 à à 14 ans. 14 ans sont 2 heures par jour devant la télévision et 50 minutes devant un ordinateur. Ça, c'était 2010, donc ça a beaucoup progressé depuis, évidemment. Et les heures d'Internet, c'est là que j'ai trouvé donc, sur un site qui s'appelle Statista. De toute façon, vous aurez les références. On trouve que la durée hebdomadaire d'heures d'Internet, vous voyez, 4 heures, alors ça, c'était très large, les tranches d'âge, hein, 6 heures entre 6 et 11 ans et 15 heures entre 15 et 19 ans. Ça, c'était… Oula, cette souris est vraiment très, très délicate à manier. Voilà. Donc, il y a quand même en général dans les familles une journée sur 7 sans télévision. Ça semble un peu stable, hein. Mais l'ordinateur, le temps de connexion sur l'ordinateur et le temps de connexion sur Internet augmente très régulièrement, alors que le temps de télévision a tendance un peu à diminuer. Donc, c'est un peu effrayant ces chiffres trouvés sur le temps d'Internet. Et ça semble être quand même des statistiques fiables, hein, avec plus de 1000, je crois, enfants, enfin pas familles, qui ont découpé le temps pour répondre en quart d'heure par quart d'heure ce qu'ils faisaient. Hein. Concernant l'utilisation des réseaux, en 2016, seulement 30% des internautes français utilisaient Snapchat et Instagram. Donc les réseaux, tout le monde n'est pas dessus quand même. Et en 2017, la Commission nationale d'informatique et liberté avait fait une enquête et 63% des jeunes de 11 à 14 ans étaient inscrits sur au moins un réseau. YouTube est le premier réseau fréquenté, 79% possèdent un compte. Ensuite, il y en avait encore en 2017, 77% sur Facebook. Donc là, j'étais un peu étonnée parce que quand même Facebook est beaucoup en perte de vitesse chez les jeunes. Ça a dû évoluer depuis parce que TikTok est plus fréquenté maintenant par les ados. Et puis, vous savez, il y a les influenceurs qui sont beaucoup, les youtubeurs qui sont beaucoup regardés aussi par les jeunes. Alors, il y a des influenceurs, je dirais, historiques qui gardent une audience énorme que nous, on connaît comme voilà, Cyprien ou Norman, enfin voilà. Mais il y en a des, alors là, que connaissent nos ados, il y a des youtubeurs particulièrement connus par des ados. Hein. Il y a des musiciens qui sont suivis, évidemment, tous les followers sur Instagram, tout ça. Alors, je ne vous ai pas mis les statistiques de tout ça, mais c'est un temps d'écran aussi pour regarder sur Instagram toutes les personnes qu'on suit et puis mettre les pouces, vous savez, les I love, voilà. Donc, et donc, la dernière enquête 2018 sur plus de 1000 jeunes en France, 26% estiment passer plus de 5 heures par jour sur les réseaux. Voilà. Alors, vous trouvez des statistiques, je vous donnerai les références sur des sites du gouvernement aussi. Alors, continuez avec quelques données. Alors, il semble que du moment qu'on a quelques enfants, le nombre d'écrans dans la famille passe très vite à une dizaine, voire une quinzaine. Faites le compte. Je ne sais pas combien d'enfants vous avez et quel âge ils ont, mais vous pourrez m'écrire dans le chat combien vous avez d'écrans à la maison, entre les tablettes, les smartphones, les téléviseurs et les ordinateurs fixes ou portables. Vous allez voir. Et plus inquiétant, c'est que la tablette est le numéro 1 de la vente des jouets. Voilà encore des statistiques sur le temps passé devant un écran selon le sexe et l'âge en 2014. Donc là, vous voyez, on part de 159 minutes. Donc, en général, les garçons un peu plus parce qu'ils jouent plus ce jeu vidéo.
Mais enfin, on est effectivement à 4-5 heures. Et puis, le pourcentage d'enfants passant plus de 3 heures par jour devant un écran, eh bien là, vous voyez aussi le nombre qui augmente d'année en année. Voilà. Donc là, ça cumule télé, ordinateur et console de jeu. Donc, tout ça est un peu inquiétant, bien sûr. Hein. Ça s'accompagne évidemment d'une certaine sédentarité, hein, parce que quand on est devant un écran, en général, on est assis ou couché. Et il y a un lien évidemment bien connu entre sédentarité et surcharge pondérale, voire obésité. C'est vrai qu'un certain nombre d'études l'ont bien montré. Et puis, finalement, ça diminue le temps passé à autre chose, c'est mathématique. Donc, l'activité physique, l'activité sportive est diminuée. Et il semble que dans une étude de l'ANSES 2014-2015 en France, 4 enfants sur 5 ne pratiquent pas une activité physique tous les jours, alors que c'est recommandé. Et 2/3 des adolescents n'ont pas un niveau d'activité physique suffisamment élevé. Les recommandations de l'OMS étant 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée par jour, à tout âge d'ailleurs. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous y êtes. Voilà. Ça, c'est des données générales. Alors, peut-être que dans vos familles, c'est différent. Mais on voit bien l'importance du problème, l'importance de gérer tout ça. Voilà. Alors, on va réfléchir quelques minutes à les dangers, les inconvénients, mais aussi les avantages des écrans. Voilà, je vois votre nombre d'écrans, effectivement. Je pense qu'on est à peu près pareil, nous. Alors, je ne sais pas si vous voulez écrire dans le chat ou bien simplement vous prenez la parole et vous, voilà, vous me dites quels sont, à votre avis, les avantages et les inconvénients des écrans. Alors, on peut peut-être commencer par les inconvénients, ça vient plus vite à l'esprit. Allez-y, vous avez la parole. Moi, j'avais entendu dire que pour les jeunes enfants, les écrans, enfin, le temps passé devant un écran, c'était du temps qu'ils ne passaient pas à inventer des jeux, à produire leur créativité, en fait. Donc, je le casse comme un inconvénient. Oui, très bien. C'est clair. En fait, ça va un peu avec ce point que disait Françoise, parce que du coup, l'ennui provoque la créativité aussi, je pense, et l'enrichissement par de multiples manières. Mais effectivement, ils ne savent plus s'ennuyer. Ils ont besoin d'être stimulés sur des choses très courtes, très rapides. Donc, ils ne savent pas rester seuls. Oui. Ouais. Addiction, ça c'est évident. Oui, oui, bien sûr. D'autres suggestions? Nous, on a vu chez notre aîné, quand il a eu son portable, il a clairement diminué son temps de lecture, en fait. L'écran a remplacé le temps qu'il passait dans les bouquins et c'était un grand lecteur. Alors, ça reste un lecteur, mais beaucoup moins de temps passé dans des activités qui étaient pourtant installées, en fait, qui étaient là. Ah oui. D'accord. Moi, j'ai remarqué des maux de tête qui n'étaient pas là précédemment. Les enfants se plaignent régulièrement de maux de tête. Alors, c'est souvent le souci des parents. Il s'avère que moi qui suis spécialiste de la douleur, je vois beaucoup de jeunes en consultation pour des maux de tête. Il s'avère que les études ne montrent pas une aggravation des maux de tête avec les écrans
chez les adolescents. Malheureusement, là, je ne peux pas donner cet argument aux parents. Alors bon, ça peut toujours quand même exciter un peu, énerver et donc donner mal à la tête, mais ce n'est À pas propos vraiment... d'énerver, moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de colère et de disputes après qu'ils aient passé du temps sur un jeu à l'écran. Oui, là, ça fait partie aussi des craintes, bien sûr, qui ne sont pas forcément mises en évidence dans des études. Ça ne veut pas dire que le principe de précaution, voilà. Diminution des compétences aussi, puisque là on parle du temps de créativité, mais j'avais vu une comparaison des dessins d'enfants du même âge qui passaient pas de temps devant la télé et qui passaient 4 heures par jour devant la télé. Et la différence des dessins était incroyable, incroyable, incroyable. Donc ça fait diminution des compétences. Ouais. Vous voulez dire des compétences motrices? Sans doute, oui. Motrice, peut-être observation, peut-être... ouais. Bon. Alors, Moi, j'ai remarqué quand même un appauvrissement du vocabulaire de mes enfants. Et dans mes expériences de remplacement de prof, je trouve que le vocabulaire s'est beaucoup appauvri. Moi, j'ai tendance à le relier aux écrans dans la mesure où les jeunes discutent de manière intuitive ou par abréviation. Et du coup, on a des TKT. Bon, voilà, vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Bah non, je vois pas ce que tu veux dire, ça, c'est pas possible. Donc ça, moi déjà, ça me frappe et puis donc ça, c'est au point de vue cognitif et au point de vue affectif, je trouve que ces écrans, OK, parfois sont des lieux de partage, telle ou telle blague, telle ou telle vidéo, mais il y a quand même un repli sur soi. On les voit dans le salon et puis, bah, ils voient pas ce qui se passe autour, ils sont absorbés par leur écran, mais nous aussi, en fait. On n'arrive pas à avoir une conversation où on pose l'écran et on est totalement, donné à l'autre dans la rencontre et comme il n'y a pas cette rencontre qui se fait, ben, on ne voit pas les besoins de l'autre, enfin voilà, moi je trouve qu'il y a un isolement quand même, même quand on est et on le voit même dans le métro, les gens sont chacun dans leur côté, avant les gens lisaient, donc on allait regarder, ce que regardait lisait le voisin ou on entamait une discussion, où il y avait des jeux de regard. Là, il y a une ignorance de l'autre qui se développe avec ces écrans. Mmh. Moi, j'ai un ado qui est devenu complotiste sur, je sais pas quoi, les attentats du 11 septembre, je crois. Mmh. En fait, il était passé d'une vidéo à une autre, à une autre. En fait, c'est bien fait, l'algorithme sur YouTube. Et donc, à la fin, il nous avait raconté un truc, il a fallu qu'on remette, enfin, juste qu'on lui fasse réfléchir à ce qu'il disait, ça n'avait pas de sens, quoi. Donc, voilà, ça nous avait, on avait été choqués, hein, il devait avoir 14 ou 15 ans à l'époque. C'est clair que leur apprendre le sens critique sur ce qu'ils voient, c'est un de nos rôles. Alors, si on passait aux avantages? Bah, à long terme, ça va être un outil de travail, donc il faut qu'ils apprennent à manipuler, à maîtriser, parce que ça fait partie de la vie professionnelle. Donc, je pense que il y a un aspect d'éducation. Là, on le voit aussi avec tout ce qui s'est passé depuis un an. Il y a quand même tout un tas de musées, de choses comme ça qui ont mis en fait en ouverture complète la possibilité de voir leurs œuvres, d'avoir des infos sur le monde que nous on n'avait pas à notre époque. En fait, il y avait que la télévision pour aller fouiller des reportages. Moi, je vois un de nos fils qui est passionné d'océanographie. Il a jamais autant appris sur les dauphins, les baleines, etc. qu'en ligne. Et donc, il a beaucoup enrichi sa connaissance comme ça. Bien sûr. Côté ludique. Bien sûr. Les enfants à tout âge ont besoin de jouer. Allez, je vais oser le dire, mais j'avoue qu'en voyage, ça nous a un peu sauvé la mise de temps en temps, quoi, pour qu'ils ne se mettent pas à hurler dans la voiture. Oui.
ressource infinie. Ouais. C'est clair. Il y a Un maintien du accès à lien. différents... Aussi, pardon. Pardon, Léna. Pardon. Comment? Je me disais un maintien du lien lorsqu'on bouge d'un pays à un autre. Hein. Voilà. Ça, c'est top pour les enfants. Ils continuent à se parler. Enfin, ils maintiennent un lien qui est quand même un peu différent du lien épistolaire. Ouais. Donc même l'Académie de médecine a dit que les écrans étaient pas recommandés avant, même déconseillés avant 2-3 ans, mais que par contre, pour les sessions de communication intrafamiliale, enfin Skype, tout ça, pouvait faire exception pour maintenir le lien. Bon, c'est tout. Pardon, j'ai juste à rajouter l'éducation aussi. Enfin, là, c'est c'est lié à la situation qu'on rencontre là, mais enfin, je pense que sans les écrans, les écoles fermées, Ouais. l'éducation aurait été très compliquée. Les écoles sont fermées là en Angleterre? Oui. Oui, c'est vraiment un confinement total. Peut-être qu'elle serait ouverte si on n'avait pas d'écran. Et peut-être que ce serait nettement mieux. Yes. Peut-être c'est à cause des écrans que les écoles sont fermées. En tout cas, que c'est possible de les fermer. Bon, bah écoutez, on a pas mal travaillé. Je pense que ce point du confinement, ce serait bien qu'on le prenne en compte dans la discussion de ce soir parce que il y a quand même vraiment un avant et un après. Hein. Les enfants, on a 3 enfants qui passent 6 heures par jour pour leurs cours devant des écrans sans capacité, nous, de vraiment contrôler ce qu'ils font pendant ces 6 heures. Quoi. Et ça change complètement les règles d'éducation, le contrôle et les habitudes qu'on a pu essayer de fixer jusqu'à présent. Donc, je pense que et c'est pas anodin. Ça fait maintenant on est en mars 2000, on arrive bientôt en mars 2021. Ça fera 1 an qu'ils prennent ces habitudes. Tout à fait. Alors, je crois que là il y a un problème. Il faut que j'efface, je crois. Annoter, effacer. Effacer tous les dessins. Voilà. Parce que sinon, j'ai essayé de sauvegarder, mais ça ne marche pas. Voilà. Alors, les avantages, vous les avez déjà vus. Il y a de la stimulation, il y a des jeux, des occupations intéressantes. Il y a plein de connaissances, y compris sur la Bible. Gestion de pas mal de situations avec les jeux, de raisonnement, de la stratégie, voilà. Il y a la créativité et puis cette façon de penser qui est beaucoup moins linéaire que pour nous les plus anciens, qui est donc plus intuitive, plus circulaire. Et puis là, vous n'avez pas parlé des liens, enfin si on a parlé de Skype, mais sinon il y a quand même des liens sociaux aussi avec les jeux vidéo. C'est accessible, c'est joignable partout. Et puis, les inconvénients, vous l'avez dit. Hein. Alors, on va revenir sur les inconvénients au fur et à mesure du topo. Il y a la question de la pensée unique, des fake news. Il y a la question aussi d'excès d'excitation, des émotions très distanciées qui peuvent devenir ingérables, un certain isolement. Voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est ce que tout le monde craint. Avec un défaut de relation réelle. Hein. Alors nous, dans les hôpitaux, on utilise beaucoup les écrans pour distraire les enfants. Maintenant, on ne dit pas d'écran à la relation. On a besoin d'une relation avec l'enfant, que ce soit, je pense, dans le monde de l'école ou dans le monde de la médecine. Voilà. Avec la problématique des addictions, on y reviendra. Alors, juste une petite vidéo là ici. Voilà. Ça vient, j'espère, assez vite, sinon on passera.
Profusion sur Internet. Ces vidéos de parents émerveillés par l'agilité de leur bébé face aux écrans. Vous voyez? Ça ne passe pas, non. Non. En fait, il faudrait que vous quittiez, vous repreniez le partage d'écran. Ils fascinent, hypnotisent. Ils ont même le pouvoir de faire ouvrir la bouche aux enfants les plus récalcitrants. Désolée, alors vous voyez pas la vidéo là? Bon. Mettez-vous sur la vidéo maintenant à nouveau, peut-être que ça viendra. Accro aux écrans. Avec le son de la vidéo, le son de l'ordinateur. Vous voyez maintenant? Ah, zut. Oui, on voyait. Non, mais là, c'est plus ce que je voulais. J'ai cliqué sur je sais pas quoi. Bon, on va ignorer l'annonce. Arrêter. Voilà. Bon, désolé. Ça aussi, c'est un des problèmes. Hein. C'est-à-dire que c'est en continu, donc je suis très fière de toi. Je me souviens encore du jour où Madame Gazelle m'avait donné... Profusion sur Internet. Ces vidéos de parents émerveillés par l'agilité de leur bébé face aux écrans. Ouais. Les écrans sont partout, ils fascinent, hypnotisent. Ils ont même le pouvoir de faire ouvrir la bouche aux enfants les plus récalcitrants. Vous voyez là? Mais les petits peuvent-ils devenir accros aux écrans? Y a-t-il des... Vous avez pu voir ce bébé là? C'est effrayant, hein? Oui. Quant à la vidéo de Sabine Duflo, peut-être vous la connaissez? Salut, moi, c'est Kevin, j'ai 8 ans. Je vais vous raconter ma journée. Je me lève très tôt. C'est comme ça. J'ai comme un réveil dans la tête. Une fois réveillée, je regarde mes cartoons sur ma chaîne préférée. Mes parents se lèvent plus tard. Eux, prennent leur café dans la cuisine en regardant les infos. Moi, ma mère m'apporte mes tartines au salon. Elle dit que je mange mieux quand je suis devant la télé. Le soir, ma mère vient me chercher à l'école. En rentrant, elle veut toujours vérifier mes devoirs. C'est galère, parce que j'aime pas l'école. C'est pas fun. Et puis souvent, j'ai envie de dormir, surtout le matin. Après mes devoirs, ma mère me laisse tranquille. Alors je vais dans ma chambre regarder la télé. Sinon, je joue en ligne sur mon ordi jusqu'à l'heure du dîner. 2 heures cool avec mes super-héros, ou alors je joue en ligne à Feu de Massacre, un jeu interdit aux moins de 16 ans. Mais tout le monde y joue. Moi, depuis que j'ai eu ma tablette à 5 ans, je joue que sur écran. Le soir, on mange tous les 3 devant la télé. Après le dîner, la télé reste allumée. Ce qui est pas cool, c'est que j'arrive jamais à m'endormir. Je me relève plein de fois. Et puis la nuit, je fais des cauchemars. Alors je vais dans le lit de mes parents. Ça, faut pas le dire. Voilà, c'est ma vie de tous les jours. Une vie normale, quoi. Normal. Peut-être. Sauf que dans la tête de Kevin, il y a des monstres qui reviennent toutes les nuits. Ça s'appelle des cauchemars. Kevin dort mal. Du coup, il somnole le matin en classe et l'après-midi, il est très agité. Sauf que Kevin a beaucoup de mal à fixer son attention en classe. Du coup, il a de mauvaises notes et il lit avec difficulté. Sauf que Kevin ne sait pas s'occuper autrement qu'avec des écrans. Sans eux, Kevin tourne en rond. Quand les écrans sont éteints, c'est la panique. Kevin ne sait pas être seul. Comment aider Kevin à combattre toutes ces difficultés? Voilà. Donc, c'est une vidéo que vous trouvez facilement sur Internet, les 4 pas de Sabine Duflo. Donc, qu'est-ce qui est prouvé vraiment dans les dangers
des écrans, eh bien, la première chose, c'est vraiment les bébés. Et en particulier la télévision allumée dans le salon en permanence, alors que le bébé est là et joue. Voilà. Donc, il y a malheureusement des familles qui, voilà, la télévision leur tient compagnie 24 heures sur 24. Et on se rend compte que les enfants ont des jeux plus courts, plus fragmentés, peut-être un certain retard des acquisitions. Et en tout cas, ce qui est absolument prouvé, c'est la diminution du vocabulaire, un retard de langage en école maternelle. Après, il y a beaucoup de craintes sur de l'agitation, des défauts de concentration, des difficultés de relation. Il y a même certains qui ont parlé de pseudo-autisme, n'est-ce pas? Peut-être vous avez entendu parler de ça. C'est probablement un petit peu exagéré. Voilà. Mais en tout cas, la télévision en arrière-plan fractionne le jeu de l'enfant présent et fractionne aussi les relations. Donc, il y a une espèce de surstimulation de bruit et de lumière changeante, aléatoire, sans signification, sans explication. Ça fait une espèce de brouhaha qui brouille et diminue les échanges entre les parents et les enfants. Il a été montré que quand l'enfant, effectivement, passe plus de 6 à 10 heures par jour avec la télévision allumée dans la pièce, eh bien, il peut finalement se développer des comportements qui peuvent évoquer même un certain autisme, avec des enfants qui ne sont plus en relation, qui ne répondent pas à l'appel de leur prénom, qui ne savent pas quoi répondre aux questions, vont répéter la question, par exemple, hein. Ne se perçoivent pas vraiment comme acteurs du monde et leur relation à l'autre est perturbée. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre tout sur le dos des écrans, mais quand le temps d'écran chez les petits qui sont devant la télévision toute la journée, eh bien, ça peut produire des troubles du comportement importants. Alors ensuite, en grandissant, eh bien, alors, ce qu'il y a juste pour compléter, ces troubles relationnels importants qui ont été soulignés par certains pédiatres disparaissent rapidement quand l'enfant est sevré d'écran. Donc, il y a quelques jours très difficiles, avec pas mal de crises à affronter pendant une semaine, décrivent les auteurs. Et ensuite, par contre, le développement normal de l'enfant reprend très vite. Bon, à 10 ans, ce qui est montré, un risque de surpoids, de grignotage, la sédentarité, moins d'intérêt en classe peut-être, moins autonome, plus victimisé peut-être en classe. Voilà. Et pour les adolescents, eh bien, il y a sans doute des troubles du sommeil. Bon, on sait l'effet des LED sur la sécrétion de mélatonine. Donc, les lampes bleues des écrans inhibe la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et donc des troubles du sommeil sont très fréquents. Alors après, il y a aussi le contenu, évidemment, de ce qu'on regarde, et puis la surexcitation liée à la surveillance des messages sur les réseaux, toutes les notifications qui peuvent arriver par dizaines, voire centaines par heure chez les adolescents. Donc, c'est évidemment très hyper stimulant, on ne risque pas de s'endormir. Après, le risque d'addiction et peut-être également un risque de dépression plus fréquente. Alors après ça, tous ces symptômes-là touchent peut-être des adolescents plus vulnérables qui, une espèce de cercle vicieux, on ne sait plus quelle est la poule et quel est l'œuf. Hein. Voilà. Alors, pour sortir donc de ces complications graves, qui sont vraiment dans les excès d'écran, eh bien, dans la vie de tous les jours, il y a un pédopsychiatre assez connu qui s'appelle Serge Tisseron, qui, il y a déjà une quinzaine d'années, a édité des règles qui s'appellent 36912. On va voir maintenant rapidement. Hein, peut-être vous les connaissez, qui les connaît déjà? D'accord. Bon, alors écoutez, avant 3 ans, qui a des enfants de moins de 3 ans? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des enfants de moins de 3 ans? Non. Donc, on va donc passer assez vite. Hein.
Donc, il est bien démontré qu'il n'y a pas d'intérêt aux écrans, que l'enfant il a besoin d'explorer, de s'approprier avec ses 5 sens, de se repérer dans l'espace, dans le temps. Et les histoires sur vidéo, ça ne permet pas d'apprendre le déroulement du temps qui leur échappe complètement, alors que lire un livre, on tourne la page et on comprend que ça progresse. Le vocabulaire, eh ben, on parle ce qu'on fait et on décrit, on désigne en général aux enfants, voilà, on va mettre la chaussette, donne-moi ton pied, en même temps on le fait, donc l'enfant sait ce que c'est. Il a accès avec ses 5 sens au sens des mots. Tandis que, évidemment, quand c'est sur vidéo, non, le vocabulaire ne rentre pas dans sa tête. Donc, il est incapable de suivre une histoire, on a vu l'impact de la télévision, et donc, évidemment, pas employer la télévision pour calmer les bébés. Vous avez vu qu'ils peuvent développer vraiment une addiction. Jouer avec lui, lire avec lui, c'est ça qui va lui permettre d'apprendre le sens des mots, de se repérer et d'interagir dans la réalité avec tous les jeux, évidemment, qui sont à sa disposition, d'apprendre aussi les jeux à faire comme si, vous voyez. Bon, on va passer sur cet âge puisque vous n'avez pas d'enfant de cet âge. En tout cas, il y a un marché énorme qui propose des chaînes télévision adaptées aux bébés, des tablettes interactives avec des programmes adaptés aux bébés. C'est vraiment un leurre et tous les pédiatres sont d'accord là-dessus que c'est vraiment complètement déconseillé, voire délétère. Les enfants doivent apprendre à empiler des cubes dans la réalité, pas sur leur tablette. Alors, entre 3 et 6 ans, qui a un des enfants de 3 et 6 ans? Non. Oui, il y en a toujours. Il y en a? Oui, 6 ans et demi, on y est. D'accord. Voilà, donc là, c'est souvent à ce moment-là que les enfants commencent à explorer le territoire des écrans avec l'autorisation de leurs parents, quelques petits films et vidéos. Découvrir ses possibilités, acquérir des compétences, partage d'activités, c'est ça leur besoin. On peut effectivement trouver des réponses à ça aussi dans les écrans, mais voilà, pas plus de 20 minutes par session pour cet âge, c'est ce qui est recommandé. Pas de console personnelle, pas d'écran dans la chambre, ça ce sera mon leitmotiv. Et puis, il y a d'excellents petits jeux interactifs pour cet âge. Hein. Alors, c'est l'occasion de vous rappeler les âges conseillés. Hein. Les normes PEGI hein, qui sont écrites sur les jeux et qui sont des très bonnes normes, hein, très fiables. Voilà. Même, je dirais, souvent assez sévères. Bon, ensuite, on passe à la tranche de l'école primaire et il va pouvoir créer beaucoup avec la tablette, avec des logiciels adaptés. Et puis, vous allez commencer à lui montrer Internet. Mais il a besoin de relations sociales, il a besoin de lire et il a besoin de créer en jouant. Et donc, les sessions peuvent passer à 30 minutes. Bon, c'est des recommandations globales des pédiatres. Hein, on trouve ça dans plusieurs pays. Les écrans interactifs, des jeux à plusieurs, respecter les âges conseillés toujours. Commencer peut-être à mettre un contrôle parental, mais enfin, de toute façon, à cet âge-là, ils vont regarder Internet avec vous, pas tout seul, bien sûr. Et vous allez commencer à lui apprendre à se protéger, à protéger ses échanges. Alors, les durées, c'est question de contrat aussi, et puis surtout les annoncer, pas tout d'un coup arriver et dire j'arrête, mais c'est fini, les 30 minutes sont passées, mais voilà, prévoir le moment où ça va s'arrêter, évidemment, avec souplesse, pour qu'ils puissent... Alors, pour la télévision, il y a certainement des petits programmes, plein de petits films adaptés, hein, bien sûr, mais pas le JT, hein. Pas la réalité à la télévision. Un journal télévisé. Ouais. Parce que ça, ils savent très bien que ces violences qu'ils voient à la télévision, quand elles sont vraies, c'est beaucoup plus effrayant que quand elles sont fictives. Ils comprennent très bien que c'est la réalité. Internet ne peut pas être bien compris au sens qu'ils ne savent pas la limite entre le public et le privé. Donc, apprendre que tout ce qu'on met sur Internet, ça va rester entre guillemets pour toujours. Voilà. Donc, l'Internet, vous allez commencer à lui apprendre à chercher des infos, par exemple, mais et puis
il ne peut pas vraiment s'en débrouiller encore. Hein. Et vous commencez à lui expliquer le droit à l'image, de ne pas poster de photos, etc. Voilà. Donc la créativité, ça c'est formidable avec plein de jeux interactifs à cet âge. 9 à 12 ans, après, pré-ado, ça continue. Hein. Avec des jeux, vous pouvez décider, négocier un temps d'écran et essayer de s'y tenir. Hein. C'est toujours négocier intéressant. L'acquisition de connaissances, l'acquisition de compétences, découverte du monde et le début de l'autonomie pour Internet aussi. Donc, vous allez lui apprendre tout ça. Et respecter les âges conseillés toujours, et puis alors jouer avec eux en fait en ligne. Vous jouez aux jeux vidéo à plusieurs dans la famille, les cousins, les amis, sachez avec qui ils jouent, participez aussi. Et regardez régulièrement ce qu'ils regardent, avec toujours, si possible, l'écran dans la pièce de séjour et pas dans la chambre à cet âge. Apprendre que le manque de fiabilité d'Internet. Hein. Il y a des jeux évidemment de stratégie, des jeux de plateau, des jeux vidéo occasionnels que vous avez certainement tous déjà joué avec Candy Crush. Hein. Et puis il y a les fameux jeux de guerre, voilà, on va en parler à l'adolescence. Hein. Donc, apprendre aussi à critiquer, parce que ce qu'on trouve sur Internet, c'est pas parole d'évangile, hein, c'est pas forcément vrai. Commence à venir en discussion l'âge du premier mobile, hein, l'âge du premier téléphone mobile, on va en reparler après. Et puis, on arrive à l'adolescence. Est-ce que vous avez tous des adolescents à la maison, là ? Oui. Donc là, je vous ai mis une photo que vous avez certainement reconnue du paysage de Fortnite, hein, parce que c'est le jeu, évidemment, auquel jouent les adolescents et puis les adultes. Hein. Vous savez qu'il y a, je crois, 125 millions de joueurs de par le monde pour Fortnite, qui est un jeu qui est sorti en 2017, qui a eu un succès foudroyant. Donc, évidemment, les jeux de stratégie à l'adolescence, c'est formidable. Donc, vous pouvez jouer aux échecs avec eux, mais Fortnite aura certainement beaucoup plus de succès. Et donc, c'est là qu'il aura appris à surfer seul. Il sera certainement avec un portable, peut-être un ordinateur portable dans sa chambre. Et la question de la connexion, des horaires va commencer à être crucial à négocier. Nous, personnellement, on vous encourage plutôt au contrôle parental, d'autant plus que, vous savez bien, sur Internet, on tombe il y a des pop-up, il y a plein de choses qui vous arrivent, qui vont vous faire aller sur des sites qui peuvent être malveillants, voilà, des sites de pornographie. Et donc, nous, on encourage plutôt ça, mais c'est une discussion qu'on peut avoir. Et discuter surtout des risques avec vos ados. Hein. Apprenez-leur les risques. Voilà, aussi ce qui est interdit, n'est-ce pas, le streaming. Regardez toutes les vidéos, télécharger illicitement. Bon. Et puis les risques, évidemment, de la pédophilie, du harcèlement, et puis en particulier sur les réseaux sociaux, les risques du harcèlement, ça c'est une cause majeure de harcèlement aujourd'hui, c'est sur les réseaux. Hein. Les jeunes qui se font vraiment descendre sur les réseaux. Et puis, voilà, les relations aussi amoureuses avec des guillemets, voilà, et puis des échanges de photos, des demandes de photos de nude, hein, apprenez à vos enfants de refuser, évidemment, ce qu'on leur demande. Apprenez que les photos qu'ils mettent, elles vont rester sur leur compte. Alors, bien sûr, apprenez-leur à créer des comptes privés sur les réseaux, mais voilà, ne pas trop se mettre en scène, pas de story, ou alors essayez de voir si vous pouvez être dans leur liste de followers ou demander peut-être un parrain, un oncle, une tante, un bienveillant d'être dans la liste pour si en tant que parent c'est un peu plus gênant pour l'ado. Voilà, est-ce qu'il accepterait que quelqu'un de son entourage proche soit aussi dans ceux qui ont accès à son compte et voit ce qu'il y met, de manière
avoir un œil là-dessus. La vigilance. Donc, la règle que prône Sabine Duflot, vous la connaissez sans doute, ça c'est plutôt pour les enfants, mais aussi pour toute la vie de famille. Pas d'écran le matin avant l'école, pas d'écran durant les repas, pas d'écran avant de s'endormir et pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Et ça libère du temps. Aujourd'hui, on parle évidemment du temps volé, d'un transfert de temps qui est le temps manquant à cause du temps passé sur les écrans. Donc, ces 4 règles sont très simples, probablement beaucoup plus faciles à suivre que les balises 3, 6, 9, 12 de Serge Tisseron. Et c'est déjà une règle de vie que je trouve vraiment très intéressante pour la vie de famille. Mais est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas nos portables à table? C'est ça le problème. Voilà. Donc, limiter le temps d'exposition. Alors, cette photo, il existe, bien sûr, limiter, donner l'exemple. Et sortez avec vos enfants autant que possible. Et on avait trouvé, l'été dernier, il y a eu cette publicité en France, la meilleure application pour votre enfant, c'est vous. Donc, c'était un affichage qui était sponsorisé par plusieurs associations de pédiatres et de promotion de la santé de l'enfant. Et puis, il existe donc, je vous disais, de nombreux logiciels de contrôle parental. Ça vous permet de garder un œil sur les sites visités, de bloquer le téléchargement de certaines applications, de contrôler le temps passé. Voilà. Alors, c'est vrai que ça fait un peu œil de Moscou. Donc, je vous disais, parfois, tout ça est à négocier. En tout cas, il y a des très bons... Sachez aussi que même si vous mettez un contrôle parental, vos adolescents apprendront très vite à les contourner. Et que, par exemple, un contrôle parental comme Family Link, quand le smartphone est en mode économie d'énergie, eh bien, il ne fonctionne plus. Il y a des trucs comme ça que les ados savent très bien. Donc, voilà. Rien ne vaut la communication plus que, je dirais, l'espionnage.